Bien, je tiens d'abord à remercier Jean et toute son équipe et tous les collaborateurs de m'avoir invité. Je ne vais pas parler de ma spécialité de recherche, ni de mon expérience politique, mais en fait ce que je vais dire est lié à ma spécialité de recherche et aussi à mon expérience politique en tant qu'expérience citoyenne. Je vais vous parler d'une de mes convictions, qui est que les activités scientifiques dans le passé et aujourd'hui sont de formidables passerelles, plus aisées à construire, plus aisées à restaurer, passerelles entre précisément les espaces culturels qui ont tendance, presque naturellement, à se refermer sur eux-mêmes plutôt qu'à s'ouvrir. En tout cas, l'histoire nous le montre souvent et l'actualité nous le confirme souvent. Alors j'ai pris quelques exemples bien sûr liés à la tradition scientifique des pays d'islam. Et donc, il faut d'abord dire qu'on ne peut parler de relations, d'échanges culturels que parce qu'il y a des affrontements entre les peuples, entre les espaces idéologiques et culturels. Mais on parle beaucoup, on parle souvent, on enseigne souvent l'histoire des affrontements entre les peuples, des affrontements idéologiques, et à mon avis, on n'enseigne pas assez les grands moments de l'histoire de l'humanité où des groupes humains se sont rencontrés, ont échangé et se sont enrichis mutuellement. Et l'histoire des activités scientifiques donne plusieurs exemples de plusieurs moments de ce type que je vais vous présenter. Alors, il y a, bien sûr, on va commencer par les affrontements parce que ce sont les plus connus. 7e, 9e siècle, ce sont les conquêtes au nom de l'islam. Et Dieu sait qu'elles étaient violentes. Bon, on n'en parle pas beaucoup, mais enfin, elles ont été très violentes comme toute conquête, bien sûr. Et elles ont été contraignantes aussi comme toute conquête. Même si après, on a fabriqué un discours œcuménique. Il y a eu les territoires byzantins qui vont être conquis. Il y a eu la péninsule ibérique, qui appartenait à l'espace chrétien. Il y a eu la Sicile, qui appartenait à l'espace chrétien. Et puis il y a eu le 12e, 13e siècle. C'est la chose la plus connue en Occident, beaucoup plus qu'en Asie. Ce sont les croisades. Les croisades, il y a eu les croisades d'Orient, qui sont connues, puisqu'on dit officiellement qu'il y a eu 8 croisades. En fait, il y en a eu beaucoup plus. Mais on enseigne rarement les croisades d'Occident, qui sont cataloguées par les musulmans, par les historiens de l'islam comme des croisades, et qui ne sont pas classées comme des croisades par les historiens européens des croisades, ou du moins par beaucoup d'entre eux. C'est une autre histoire. Mais donc là, il y a une double violence qui va avoir lieu en réponse probablement différée des violences qui ont eu lieu à partir du 7e siècle, 8e siècle. Et puis il y a le 16e siècle. Ce sont les offensives espagnoles et portugaises contre l'espace musulman. Ce n'est presque jamais enseigné. Alors que ça a des conséquences, même sur les mentalités aujourd'hui. Et enfin, au 19e siècle, alors c'est encore moins enseigné, c'est la période des colonisations et des protectorats. Tous ces grands événements sont des événements qui sont dans les mémoires de certaines parties des citoyens de ce monde. Et donc, ces événements influent par la mémoire sélective sur leur comportement, sur leur vision et sur le regard qu'ils portent sur les autres. Et souvent, malheureusement, grâce à l'enseignement, donc au programme officiel, ces programmes ont tendance à figer le regard qu'ont les gens sur l'autre. Et donc, ce qui permet de débloquer cette situation, c'est de sortir des programmes scolaires, de sortir des programmes officiels.
et de prendre les chemins de traverse qui sont les chemins citoyens. Il y a les chemins citoyens dans les frontières nationales, mais il y a surtout les chemins citoyens qui transgressent les frontières, et ce sont ces chemins-là qui nous font rencontrer aujourd'hui. Comme je suis très bavard, je vais maintenant aller un peu plus vite, j'espère. Ensuite, il y a quand même les grandes phases d'échange interculturels. Toujours en étant au centre de l'islam, puisque c'est ma préoccupation. 8e, 10e siècle, transfert des savoirs grecs, indiens, chinois, ça ce sont les témoignages des musulmans, persans, latins, en pays d'islam. Nous ne connaissons pas toujours les détails, mais nous avons la conviction, transmise dans l'enseignement et dans les ouvrages de biobibliographie d'histoire, que tous ces peuples avant l'islam ont aidé les peuples d'islam à construire une nouvelle civilisation. Ce n'est jamais nié. Il y a une hiérarchisation, bien sûr, des apports de chaque peuple, parce que c'est dû au regard que l'on portait à cette époque sur les différentes qualités des peuples. Et puis, il y a le 10e, 16e siècle. Des savoirs des pays d'islam en Chine, au Japon et en Corée. C'est une partie qui est la moins connue, même en Chine, et la moins connue en Europe et en pays d'islam. Il y a les spécialistes qui ont commencé à s'intéresser à ça depuis une trentaine d'années. Je vous dirai quelques mots. Si vous voulez plus de développement, je vous enverrai un article que j'ai écrit sur ça, et puis surtout une bibliographie très riche de mes collègues qui sont spécialistes de cette histoire, collègues chinois, japonais, coréens et européens. Et puis la fin du 10e, 15e siècle. C'est la période des savoirs des pays d'islam en Europe. Alors ça, c'est peu connu, et quand c'est connu par les spécialistes, ce n'est pas enseigné. Il y a le 11e, 18e siècle, ce sont des savoirs des pays d'islam en Afrique sahélienne. Alors là, c'est totalement ignoré. D'ailleurs, il n'y a pratiquement pas de recherche. Les premières recherches ont commencé il y a à peine quelques années, malgré l'existence d'une mémoire qui attend les chercheurs. Alors là, c'est un phénomène extraordinaire, malgré le désir des peuples de discuter, d'échanger leurs idées, eh bien, ils ne pensent pas à quelque chose qui est encore minimal, c'est d'interroger leur passé et leur mémoire, pour transmettre en moi pour les autres. Et enfin, 18e, 19e siècle, parce que l'aventure humaine continue, ce sont les savoirs européens qui vont arriver en pays d'islam. Vous remarquerez les allers-retours constamment dans l'histoire de l'humanité. Et ces événements sont suffisamment importants, suffisamment longs dans l'histoire, pour qu'on s'y penche quand même et qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on ne peut pas tirer des enseignements d'actualité aujourd'hui dans le cadre de ce que nous vivons de tragique au quotidien, de tous ces chocs qu'on appelle chocs de civilisation, qu'on appelle chocs entre les armées, entre les peuples, entre les idéologies, etc. Alors, la première phase, c'est le phénomène de traduction du grec et du sanskrit à l'arabe. Qu'est-ce qu'elle a de particulier au niveau des échanges culturels? Eh bien, les acteurs de cette activité qui va commencer à la fin du 8e siècle, qui ne finit qu'au milieu du 10e siècle, ces acteurs sont chrétiens, juifs, païens, et les musulmans sont minoritaires au départ. Alors que ce sont les musulmans qui vont gouverner un espace sur 3 continents, de Samarcande à Saragosse, de Palerme à Tombouctou. Mais dans cette aventure qui va ouvrir la voie aux échanges, ils sont minoritaires. Ils sont initiateurs de ce phénomène d'appropriation, mais ils n'ont pas encore la capacité d'être des acteurs. Ils vont le devenir à partir du 10e siècle, milieu du 9e, 10e. Et ils le reconnaissent. Et dans ce cadre-là, grâce précisément à ce processus de récupération de savoir des autres, eh bien, on crée des espaces d'échange dans l'Empire musulman, dans la capitale même Bagdad. En particulier, il y a des débats philosophiques, des débats scientifiques et même des débats théologiques. Imaginez que les écrits apologétiques chrétiens en arabe, qui sont dirigés contre les musulmans, écrits qui sont produits à Bagdad, dans la capitale de l'Empire musulman. Et ces écrits ont été tellement importants sur le plan quantitatif que les spécialistes aujourd'hui, regardez la liste complète des œuvres connues de polémique,
islamo-chrétienne, écrite en arabe contre l'islam, occupe 27 pages d'un ouvrage bibliographique publié il y a quelques décennies. Et si vous ajoutez les écrits polémiques et les débats par les musulmans contre les chrétiens et les juifs, c'est toute une littérature qui a été produite à la fin du 8e, 9e siècle dans le contexte d'un échange et d'un débat totalement pacifique. Et ce qui est absolument troublant pour nous aujourd'hui, nous ne sommes pas habitués, c'est que c'est le pouvoir musulman, on ne m'a pas payé pour dire ça, hein. C'est le pouvoir musulman qui a développé cette pratique de la controverse parce qu'il n'avait pas les moyens de faire autrement. Et parce que dans son idéologie de nouvelle puissance, ce n'était pas la répression qui était efficace, c'était la persuasion. Et pour persuader les autres que notre religion est la meilleure, il fallait utiliser les armes de l'esprit et non pas le glaive. Parce que les armes de l'esprit étaient plus efficaces grâce à ce qu'ils ont entendu dire de ce qu'a produit Aristote, Platon et puis tous leurs disciples. Ensuite, il y a les échanges entre la Chine et les pays d'islam. Cette carte montre les échanges, la connaissance de la Chine par les marins musulmans bien avant l'islam. Bien avant l'islam, cette route était connue. Bien avant l'islam, les routes de la soie, au pluriel, étaient connues. Et les routes de navigation côtière permettaient d'aller jusqu'en Chine. Mais avec l'avènement de la nouvelle puissance, il va y avoir développement quantitatif et qualitatif des échanges entre l'espace musulman et l'espace chinois. Cela va commencer, ce renouvellement va commencer à partir d'un événement tragique. Là, je vous l'ai dit au départ, hein. Il ne faut jamais mettre au placard les conflits. Les conflits sont parfois la clé qui va ouvrir la voie pour la connaissance mutuelle. Paradoxalement, c'est comme ça. Bien là, vous avez la bataille de Talas. C'est la première et la seule bataille importante qui a opposé les armées musulmanes et les armées chinoises. En 751, l'armée chinoise a été battue. Les armées musulmanes n'ont pas profité de cette victoire, elles ont reculé pour des raisons liées aux luttes politiques internes. Mais les conséquences au niveau des échanges vont être énormes, au niveau des échanges pacifiques. Il va y avoir d'abord un développement du commerce entre le centre de l'Empire musulman et la Chine, à tel point qu'au 9e siècle, déjà, on a un livre qui sort, qui est publié, qui s'appelle « Relations de la Chine et de l'Inde ». C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on connaissait suffisamment cet espace lointain. Jean a dit que le prophète Mohammed disait « Allez chercher la science jusqu'en Chine ». On a attribué cette phrase au prophète, elle n'est pas très authentique, mais c'est pas grave, elle a été récupérée par les peuples plus tard, parce qu'elle est jolie, et puis elle est vraiment dans le sens de la recherche du savoir. Eh bien, on lui a attribué pour bien montrer qu'au 7e siècle, la Chine était inconnue, qu'elle était lointaine idéologiquement, parce que c'était des peuples de païens, donc loin des religions monothéistes. Et malgré ça, il y avait une sorte d'instruction, d'encouragement, pour aller chercher le savoir partout. Sous-entendu, même chez le diable. Et même si c'est très loin. Bon, évidemment, nous pensons que c'est plutôt légendaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une phrase qui est attribuée au prophète va avoir pendant 1000 ans plus de succès et de popularité que des phrases qui sont totalement authentiques d'après les spécialistes. Parce que cette phrase allait dans le sens d'une dynamique sociétale et d'une dynamique humaine qui est d'aller chercher le contact, d'aller chercher le savoir et de s'accaparer la science des autres. Et voici les grandes phases d'échange avec la Chine rapidement. Dynastie Tang, échanges commerciaux entre la Chine et les pays d'islam. Dynastie Song, circulation scientifique des pays d'islam vers la Chine. Maïs, originaire de Samarcande, recruté en 961 comme astronome par l'empereur Song Tai-Su. Je m'excuse pour la prononciation chinoise. Il a réalisé un calendrier Ying Tian Li, utilisé officiellement de 964 à 982. Vous voyez, tout est précis. Ce sont des recherches de gens très très sérieux qui sont financés pour essayer d'aboutir à ça. La dynastie Yuan, mongole, avec elle il y a la fondation d'un observatoire musulman à Pékin. C'était absolument une révolution.
Parce qu'il y a toujours eu un observatoire chinois qui produisait de l'astronomie chinoise. Je ne peux pas expliquer plus, parce que ce sont deux écoles différentes. Bien. Eh bien, il porte même un nom, c'est le Huihui Xitian Tai. Bon, Huihui, ça veut dire musulman en chinois. Oui, on en a parlé hier. Le dernier tiers du XIIIe siècle, des dizaines de milliers d'Iraniens, de Ouïghours et d'autres musulmans étaient très actifs en Chine. Dans l'administration, dans les activités scientifiques, dans les activités artistiques. Et donc, cela montre non seulement qu'il y a échange de savoir, il peut être tout à fait anonyme, mais qu'il y a vraiment échange de population. Par manque de temps, je ne veux pas développer l'aspect circulation de Chinois en pays d'islam. Évidemment, on n'a pas beaucoup de témoignages, mais les rares témoignages que nous avons sont suffisamment sérieux, recoupés, et représentatifs d'un phénomène, qui est que des intellectuels chinois, des hommes de science, sont venus pour apprendre la science qu'on appellera plus tard gréco-indo-arabe. Mais en venant en pays d'islam, nous le savons, ils ont apporté leur savoir. Et donc, ce sont eux qui vont faire circuler, souvent d'une manière anonyme d'ailleurs, parce qu'on n'a que deux noms de Chinois, l'un au Xe siècle et l'autre au XIIIe siècle, mais tous les autres devaient être anonymes, et ils ont fait circuler des savoirs scientifiques. Pourquoi? Parce que l'analyse comparative des textes scientifiques, et là c'est mon domaine, montre d'une manière absolument incontestable, ça a été fait dans des travaux collectifs, en particulier à Paris, que des manières de calculer, des manières de résoudre des problèmes, des manières de penser ont circulé de Chine vers les pays d'islam. Circulation de savoir technique de la Chine vers les pays d'islam, je vais vous montrer juste quelques images, que je ne peux pas développer sur le plan théorique. Technique de fabrication du papier. Bon, ça, aucun musulman ne nie que la technique du papier, qui va être internationalisée par les musulmans et pas par les Chinois, vient de Chine. Technologie pour la mesure du temps. Ingénierie mécanique. Instruments astronomiques. Pas tous. Il y a eu des échanges dans les deux sens. Boussole, point d'interrogation. Alors que c'est la boussole que l'on attribue évidemment aux Chinois, mais ça, les musulmans ne le contestent pas. Par contre, personne ne sait jusqu'à aujourd'hui, ne peut prouver que la boussole qui va être utilisée au XIIIe siècle en Méditerranée par les marins musulmans est soit une redécouverte du concept de boussole, soit effectivement le résultat de la circulation de la boussole chinoise, qui est absolument, elle, la première. Ça, c'est indiscutable. Et même les Européens, quand ils vont utiliser la boussole après les musulmans, pour le moment, les spécialistes sérieux, je ne parle pas des sites internet, ni des livres idéologiques financés par les États, nous ne pouvons pas démontrer que les Européens ont emprunté la boussole aux musulmans, ni que les musulmans l'ont emprunté aux Chinois. Il est possible qu'on soit devant un phénomène où les échanges se font à un autre niveau, mais la maturation des échanges entre les savoirs des peuples fait que chaque peuple comprend il va inventer le même concept technique, le même concept théorique, mais il va le réinventer. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand quelqu'un invente la même chose que quelqu'un d'autre, il l'invente à un stade trop arriéré par rapport au progrès qu'a fait le premier peuple. Et je vais vous montrer comment la boussole arabe est très en retard par rapport à la boussole chinoise. Voici la boussole chinoise, très sophistiquée au XIIIe siècle. Voici la première boussole musulmane, manifestement, elle est très rudimentaire. C'est un peu comme la petite calculette avec l'ordinateur aujourd'hui, le superordinateur. Et ça, c'est une preuve pour les spécialistes de l'histoire des techniques, pour montrer que probablement les musulmans ont redécouvert. Parce que s'ils connaissaient la Chine, s'ils connaissaient la boussole chinoise, ils ne sont pas fous quand même. Ils auraient pris la fine fleur de la technologie chinoise du XIIIe siècle. Pourquoi ils auraient pris la production chinoise du 8e siècle? Ce n'est pas des imbéciles. Voici une technologie de la clepsydre, c'est-à-dire des horloges à eau. C'est une technologie chinoise. Alors là, indiscutablement, les spécialistes considèrent que cette technologie qu'on retrouve en islam n'a pas été inventée par des musulmans, elle vient de Chine. Même si nous n'avons pas de preuve de la circulation, mais elle vient de Chine. Voici un instrument, c'est la sphère armillaire, d'origine grecque. On la retrouve en Chine, regardez,
on va la retrouver en Chine avec l'appellation arabe, mais transcription chinoise. Pourquoi? Parce que les Chinois, à l'époque, ne connaissaient pas la langue arabe. Ils faisaient travailler des Persans qui utilisaient la langue arabe, ou le persan, dans le fameux observatoire. Et en fait, il s'agit de la sphère arrière. Voici un deuxième exemple. Voici la transcription telle qu'on le trouve dans des documents anciens du XIIe siècle, XIIIe siècle chinois, à Pékin. En fait, il s'agit de la règle parallactique utilisée par les astronomes pour calculer un certain angle lié au déplacement de la Lune. Je vais vite. Ça, c'est le globe céleste. Voici la transcription arabe de son nom en chinois. Voici l'astrolabe, d'invention grecque. Tous ces instruments sont d'invention grecque, sauf la règle parallactique peut-être. Et donc, ils ont été adoptés par les musulmans. Puis, ils ont circulé. Voici l'appellation chinoise, mais en fait, c'est une transcription chinoise d'un mot arabe, en fait d'un mot grec, pardon, c'est astrolabe. Voilà. Voici un autre instrument, voici sa transcription arabe, c'est le cadran solaire, incliné. Eh bien, voici le cadran solaire. Là, il est développé en pays d'islam, en particulier en Syrie. Alors, il y a aussi des ouvrages scientifiques écrits en pays d'islam qui ont circulé en Chine. Certains vont être traduits en chinois, d'autres vont être utilisés par les spécialistes persans, et quelques Chinois qui vont finir par apprendre le persan et l'arabe à la fin du XIIIe siècle. Mais sinon, ils vont rester conservés dans les bibliothèques impériales. Et d'ailleurs, le catalogue existe jusqu'à aujourd'hui, on peut le consulter. Je vais vous donner une page du catalogue. Voici une page du catalogue. Et cette page du catalogue, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici les transcriptions chinoises, transcription latine pour que vous lisez, mais si vous lisez, vous ne comprenez rien. Mais les spécialistes, eux, ont réécrit avec la prononciation phonétique arabe, et en ayant écrit, ça nous a demandé des mois et des mois pour retrouver. Parce que la prononciation chinoise, chaque langue a ses contraintes. Donc la prononciation chinoise, vous remarquerez, elle est très très loin de la prononciation arabe en tant que telle ou persane. Et bien voilà. On retrouve miraculeusement, on retrouve des ouvrages fondamentaux de la tradition grecque, Euclide. On trouve même des textes publiés en pays d'islam par des savants d'islam du Xe siècle, XIe siècle, XIIe siècle. Bien. J'ai insisté beaucoup sur la période des relations entre l'islam et la Chine, uniquement à la fois par courtoisie et parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amis chinois ici dans cette rencontre. Et je me suis dit, bon, ce que j'ai raconté à Pékin, pourquoi ne pas le raconter à Paris? Voici quelques échanges pendant la dynastie des Ming. En 1384, sur ordre du premier empereur de la dynastie des Ming, Xu Yuanshang, des tables astronomiques ont été traduites en chinois à partir de sources arabes ou persanes inconnues. La traduction a été réalisée par un musulman, Ma Shayi-hei, on ne sait pas, c'est assisté d'un chinois, ça c'est intéressant, ou Bo-zong. Donc là, les échanges sont encore plus approfondis. Elle porte le titre de Hui Li Fa. Là, cette astronomie, grâce à la Chine, cette astronomie arabo-persane, va circuler dans les autres régions, en particulier au Japon et en Corée. En 1432, une copie du Hui Li Fa est ramenée en Corée. La tradition astronomique musulmane s'est maintenue en Chine jusqu'en 1659. C'est-à-dire qu'elle va être concurrencée par les jésuites européens lorsqu'ils vont arriver à la fin du XVIe siècle. Et elle va durer en Corée jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ça paraît incroyable. Je passe à l'avant-dernier point, qui est l'échange entre l'espace musulman de la conquête et l'espace païen de l'Afrique subsaharienne, qui va s'islamiser lentement, et non pas par la conquête, mais par le prosélytisme pacifique. Alors paradoxalement, ce sont dans les espaces acquis par la conquête que vont se développer les sciences et la philosophie. Mais les espaces qui vont être récupérés par prosélytisme pacifique des marchands, ils vont bénéficier de la science par circulation des ouvrages et des marchands. Donc voici l'Afrique subsaharienne. Voici deux ouvrages qui, très récents, depuis quelques années, 3 ou 4 ans, qui commencent à parler de cette circulation des savoirs du nord, de la Méditerranée, du rivage méditerranéen du sud, vers l'Afrique subsaharienne.
Ce livre, je l'ai écrit avec un collègue du Mozambique. C'est un livre de biobibliographie. Et puis celui-ci, il vient de sortir il y a moins d'1 an, écrit avec un de mes anciens étudiants, Les sciences arabes en Afrique. Le titre est accrocheur, mais c'est une première tentative pour essayer de faire le point sur qu'est-ce qui a circulé en sciences dans l'espace sahélien d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la Mauritanie jusqu'à la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal, le Nigeria. Environ 1 million de manuscrits dans les bibliothèques de l'Afrique saharienne aujourd'hui qui témoignent de cette circulation. 1 million de manuscrits de toute la production intellectuelle de la période du Xe siècle jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. 2 tiers sont écrits en arabe. Et pour vous montrer l'osmose qui s'est faite, et qui n'est pas à décision des gouvernements de la région ou des gouvernements du Nord, mais par initiative des gens de culture locaux. 1 tiers est écrit en 35 langues africaines. Bambara, Soninké, Songhai, Wolof, Pula, Hausa, etc., etc. Astronomie et mathématiques au service de la cité sahélienne. Voici juste quelques exemples. Voici un manuscrit qui a circulé. Il a été produit à Marrakech et il a circulé à Tombouctou, nous le savons. Il est toujours à Tombouctou. C'est un livre d'astronomie des pratiques culturelles. Voici un livre de mathématiques sur les carrés magiques, produit par un Africain du Sahel, du Nigeria, qui s'appelle Kisnawi, et qui a étudié dans sa région, Katsina, et qui a étudié au Caire. Et qui a produit des livres de mathématiques qui montrent comment construire des carrés magiques. C'est un chapitre de théorie des nombres. Et donc, il a eu beaucoup de succès. Alors, la dernière partie, ce sont les échanges entre l'Europe chrétienne et les pays d'islam. Je les ai laissés en dernier parce que d'abord, chronologiquement, ils sont les derniers à venir au niveau des contacts dans ce sens-là. Et puis, ils sont les derniers aussi, puisque ce sont eux qui vont, disons, redynamiser les activités scientifiques en pays d'islam. Ce ne sont pas les Chinois, ni les Indiens, ni les autres. Alors, il y a eu d'abord des hommes d'État qui sont responsables du développement de l'espace d'échange culturel. On l'oublie souvent et on ne l'enseigne pas. On parle toujours des grands conquérants, et on ne parle pas de ces grands chefs d'État qui n'ont rien compris, ou quand ils ont réussi à avoir un territoire, ils l'ont eu par la négociation, et qui ont fait beaucoup de choses pour le rapprochement des populations et des communautés. Alors voici 3 grands. Roger II de Sicile, XIIe siècle, Alphonse X le Sage, XIIIe siècle, Frédéric II de Hohenstaufen, XIIIe siècle. Je ne dis pas plus parce que chacun mérite une conférence. Et ils devraient être sur le panthéon de l'histoire des relations interculturelles de la Méditerranée. Ce qui est intéressant et paradoxal, c'est que les 2 premiers sont d'abord les produits de la violence militaire et de la violence idéologique, puisqu'ils viennent après les fameuses croisades. Mais ils vont instaurer un espace de dialogue après la phase de conquête et de violence. Et puis il y a le rôle des marchands. Ils sont anonymes, donc on les oublie dans l'histoire. Il y a le rôle des hommes de religion. Les hommes de religion, quand on parle de science, on les oublie parce qu'on se dit ce sont des hommes de religion ou des hommes de littérature. Et donc ça n'intéresse pas les scientifiques. C'est faux, totalement faux. Même s'ils ne sont pas nombreux. Ils sont suffisamment importants sur le plan qualitatif pour les signaler. Je vous donnerai quelques images. Puis il y a les traducteurs. Les traducteurs vont ouvrir une ère absolument extraordinaire, mais semblable à l'ère qui a été ouverte à la fin du 8e siècle et 9e siècle en pays d'islam. Et on a l'impression que l'histoire se recommence, se répète, comme dit Ibn Khaldoun, grand penseur historien du Maghreb du 14e siècle. Et puis, alors, il y a les traductions de l'arabe au latin, de l'arabe à l'hébreu, de l'arabe aux langues vernaculaires, et on a, grosso modo, 120 traducteurs, 24 traducteurs ont été répertoriés par Steinschneider, Boris Steinschneider, qui est un grand spécialiste de l'histoire des sciences de la fin du 19e siècle, européen. Et aussi, évidemment, les hommes de science. Alors, rapidement, juste quelques images. De Cordoue à Barcelone, Gerbert d'Aurillac, homme de religion, d'abord un prêtre, puis ensuite envoyé par son archevêque vers Barcelone, peut-être vers le monastère de Santa Maria de Ripoll, et il devient d'abord un scientifique, au contact de la nouvelle science, entre guillemets, celle qui se produisait à Cordoue,
et à Palerme, et puis par le hasard des événements politiques, idéologiques, religieux, il devient le pape de l'an 1000, sous le nom de Sylvestre II. Et bien voilà, un homme de religion qui a été l'un des premiers vecteurs de la science et donc objectivement du rapprochement entre les espaces culturels musulmans et chrétiens. Le voici. C'est une image d'Épinal, mais c'est joli. On représente avec justement un symbole de la science qui est la sphère armillaire. Et voici l'astrolabe qui a circulé soit grâce à lui, soit grâce à ses élèves, en particulier Richer, en Europe. L'astrolabe est une invention grecque, mais c'est une bombe mathématique. On l'utilise. Il ne me reste que 5 minutes. Oui, ben, je vais accélérer. On l'utilisait pour répondre à beaucoup de questions scientifiques. Ensuite, de Carthage à Salerne, voici un maghrébin cette fois-ci. Il a pu être musulman, peut-être chrétien, mais chrétien du Maghreb. Donc il y avait encore des chrétiens au XIe siècle au Maghreb. D'ailleurs, grâce à lui, à son existence, on peut le supposer fortement. Constantin l'Africain, eh bien, il va être le vecteur de la première grande diffusion d'un chapitre monumental de la science, puisqu'il sert aussi pour préserver la santé, c'est la médecine. Et donc Constantin l'Africain va traduire des dizaines et des dizaines de textes fondamentaux, grecs et arabes, arabes d'Orient et arabes même du Maghreb de Kérouan, mais il va avoir l'indélicatesse de signer ses traductions comme s'il était l'auteur. Et donc il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu'on révèle la supercherie. Mais malgré tout, comme disent les musulmans, il mérite qu'on fasse une prière pour que la terre qui le recouvre soit rafraîchie pendant l'été parce qu'il fait un peu chaud. Voici Constantin l'Africain, et voici un des livres qu'il a traduit. De Saragosse à Oxford, c'est un intellectuel juif très important, dont on n'enseigne jamais la vie. On devrait l'enseigner même dans l'espace de la République, parce qu'il a été un des éléments du rapprochement entre les cultures. Il est de culture juive et de culture arabe. Mais il ne va pas traduire, il va être original. Il va directement écrire en hébreu pour la communauté juive qui n'est pas dans l'espace musulman et qui ne comprend pas l'arabe. Et donc il va jouer un rôle de vecteur. Le voici. Je n'assure pas l'authenticité du visage. Et voici une page de son livre. De Pise à Béjaïa. Ça, c'est un autre phénomène. Fibonacci. À 8 ans, il est à Béjaïa, dans le Maghreb central. C'est lui-même qui raconte dans l'introduction de son livre, ça c'est son vrai visage, et ça c'est son livre, le premier grand livre de mathématiques publié en Europe médiévale, le premier, il fait 500 pages. Eh bien ce livre-là est le résultat d'abord de sa formation à Béjaïa. Il dit qu'il a appris le calcul indien à Béjaïa. Et puis ensuite de son perfectionnement en Orient quand il était commerçant. Alors vous voyez un exemple de commerçant savant. Tout à l'heure, Constantin l'Africain, c'est un commerçant savant. Et puis enfin, de Majorque à Tunis. C'est un religieux pur sucre. Et c'est un religieux qui n'aura pas la stature, évidemment, de Sylvestre II, mais qui aura une stature intellectuelle plus tard. C'est l'un des personnages les plus célèbres, aujourd'hui même en Catalogne. C'est Ramon Llull. Alors, pourquoi j'ai mis de Majorque à Tunis? Je devrais dire de Majorque à Tunis à Béjaïa, parce que, en voulant montrer aux musulmans que la religion chrétienne est meilleure que l'islam, eh bien, il a eu ce courage et cette audace de ceux qui ont la foi et qui croient à la justesse de leur position, d'aller jusqu'au affronter tous les dangers, parce qu'il est allé sur le territoire musulman pour dire « ma religion est la meilleure que la vôtre », dans un espace où il était le seul chrétien dans la ville et tous les autres étaient musulmans avec l'armée, la police, etc. Donc, vous savez, il a été arrêté plusieurs fois, et à chaque fois quand il est arrêté, il revient à Bougie ou à Tunis. Il est allé 3 fois. Mais à chaque fois, il est arrêté, à chaque fois, il est mené devant un juge, et le juge, utilisant le droit canon musulman qui a été élaboré au 8e siècle, considère qu'il fait partie de la catégorie des malades mentaux parce qu'on ne peut pas insulter l'islam en terre d'islam. Ça ne peut être qu'un malade mental. Ce qui l'a sauvé. Et il a été sauvé 3 fois. Et il est mort à 82 ans. Dans une croisière, dans un bateau. Et voici le dialogue, vous voyez, là, il dialogue avec des musulmans. Le minaret, c'est une belle symbolique, là, cette miniature. L'église, le minaret. Là, il est plutôt emprisonné. Hein. Bon. Et enfin, je terminerai par l'Europe, son rôle dans le développement des sciences en pays d'islam. Donc, il y a l'enseignement scientifique nouveau qui va circuler
D'abord dans l'Empire ottoman et surtout dans le centre de l'Empire. 5 écoles impériales, transfert de technologies militaires, transfert de savoir théorique. Les passeurs de savoir, c'est ça qui est important. Ce sont des diplomates, ça a toujours existé. Ce sont les convertis, ce sont les voyageurs, les commerçants, les immigrés d'Andalous ou leurs descendants, et les prisonniers de guerre, paradoxalement. Et ce sont eux, donc ce sont des anonymes, donc ce sont des citoyens comme nous, qui vont être les vrais vecteurs de ce savoir qui est universel. Et il y a ce phénomène, on l'observe non seulement au centre de l'Empire, mais dans la périphérie de l'Empire. Je vous donne 2 exemples. C'est l'exemple de l'Égypte et du Maroc. École supérieure et école d'ingénieurs. Ce sont des décisions prises par les pouvoirs égyptiens et marocains avant qu'ils soient occupés par les Anglais puis par les Français. Ce sont des décisions souveraines, prises de conscience d'un État qu'il est en retard et qu'il faut absolument profiter du savoir des autres. Et le phénomène qui est intéressant, c'est que lorsque va avoir l'intervention de l'Angleterre en Égypte, le processus va s'arrêter, va être remplacé par une attitude négative qui va refuser la science venue d'Europe. C'est très intéressant. Quand les hommes sont libres, ils acceptent le savoir des autres. Quand on leur apporte la plus belle chose qu'il y a sur la Terre, mais en les obligeant, ils refusent. C'est une caractéristique qui fait l'honneur de l'être humain. À mon avis, c'est une position de citoyen. École supérieure, école d'ingénieur, imprimerie, élaboration d'une langue scientifique, étudiants en Europe, vous voyez, ils ont même des missions en Europe, en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, et traduction d'ouvrages scientifiques européens. Exactement le retour du bâton. Et en guise de conclusion, donc je vous ai un peu saoulé, excusez-moi, parce que d'abord je parle très fort, je parle vite, je donne beaucoup d'informations, mais tout ça se ramène à 2 choses très simples. Une banalité, l'humanité a toujours eu une tendance à s'affronter. Donc, les peuples sont entrés en guerre, sont entrés en conflit idéologique, en conflit militaire, en conflit économique. On les enseigne, tous ces conflits. Mais ma conférence voulait vous montrer aussi que souvent, et grâce à d'autres acteurs, ils sont entrés en contact pour s'enrichir mutuellement. Et donc, je voulais le montrer par... Pardon. Je voulais le montrer par 2 images. Voici l'image que l'on enseigne tout le temps. Dès que vous dites à un enfant, qu'est-ce que tu peux dire entre les pays musulmans et les pays européens, il dit, ah ben c'est la guerre. Ah ben c'est le dogmatisme. Ah ben c'est le choc de civilisation quand on est adulte, parce qu'on apprend des mots qui viennent des États-Unis, par exemple. Hein, bien. Et puis, mais si on leur montre cette image, qu'est-ce que c'est que cette image? Ben, ils ne sont pas préparés, figurez-vous, pour la décoder. Cette image, un enfant ne peut pas la décoder. Il croit que c'est un jeu, alors que c'est la plus belle image symbolique de cette volonté aussi des hommes de se rencontrer pour parler d'autre chose que de violence, pour ne pas s'entretuer, mais pour essayer de discuter, avec un prétexte bien sûr, avec un prétexte. Je suis un scientifique. Ben, la science est un prétexte pour approcher les hommes. Eh ben, il faut accepter ce prétexte. Je vous remercie de votre attention.